rapidement, mais du coup, c'est Camille. Donc, effectivement, je fais partie de la commune Spot depuis l'année dernière. Et donc, je suis freelance dans la com, spécialisée plutôt sur les réseaux sociaux, soit en community management pour des entreprises, soit en coaching et en formation aussi pour des entrepreneurs ou pour des entreprises qui souhaitent après derrière être autonomes sur leurs réseaux sociaux et qui n'ont pas forcément la possibilité ni l'envie d'avoir quelqu'un tous les mois pour les gérer à leur place. Donc, il y a un petit peu des deux. Alors, je vais vous partager ma présentation. Je m'excuse d'avance si de temps en temps je tousse un peu, mais je suis encore dans le Covid. Donc, il y a des fois où c'est pas encore génial pour parler, mais ça devrait aller. Mais c'est juste au cas où si je tousse un petit peu, il ne faut pas s'étonner. Voilà. Alors, je vais juste partager mon écran. Alors, est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Yes. Ok. Alors, je vais juste sortir. Voilà. Hop là. Alors, oui, du coup, donc ça va être comment se lancer sur les réseaux sociaux grâce à une communication à impact. Donc, on va le faire en plusieurs parties. Entre chaque partie, vous pourrez poser vos questions dans le chat, comme ça permettra au fur et à mesure de répondre aux questions. Et dans tous les cas, on a prévu une demi-heure à peu près sur la fin de l'atelier pour faire une question-réponse. Justement, si vous avez des questions, envie d'échanger sur votre projet, ça permettra d'en discuter, parce que généralement, enfin en tout cas d'après le premier atelier, il y avait pas mal de questions. Ça permet de garder un petit peu de temps pour en discuter aussi ensemble. Hop, alors donc du coup, on va commencer avec un petit, comme pour ceux qui connaissent un petit peu Make Sense ou ceux qui ne connaissent pas, un petit icebreaker pour commencer l'atelier. Du coup, est-ce que vous avez déjà créé vos comptes pro pour votre projet ou pas du tout sur les réseaux? Non, pas du tout. Alors, je vois Cécile. T'en as créé un? Oui. Ok, alors je ne sais pas si je vois tout le monde. Après, sinon, vous pouvez écrire dans le chat pour ceux qui n'ont pas forcément les caméras. Et qui en a créé? Est-ce que quelqu'un en a créé peut-être plus d'un? Je ne sais pas, 2, 3, ou sur quel réseau vous les avez créés? Alors, je vois Facebook, Insta pour Nadège, Facebook, Insta, LinkedIn, ok. Facebook, Insta, LinkedIn, ok. Ah bah c'est cool parce que là pour le coup c'est assez varié. Il y en a qui n'ont pas du tout, d'autres qui ont déjà plusieurs. Ah bah Jennifer, Facebook, Insta et TikTok. Donc ça c'est cool aussi parce qu'on pourra en parler aussi. Ça marche. Ok, donc pas pour moi. On a Marie-France qui arrive, donc je vais l'admettre. Alors, tac. Donc du coup ça va se dérouler donc en 4 parties et la dernière ce sera la fameuse place aux questions. Et entre chaque partie, bien sûr, vous pouvez poser vos questions qu'on puisse comme ça avancer petit à petit et on verra en fonction du nombre de questions si on y répond de suite ou si alors on les garde pour la fin. Alors, avant de commencer vraiment dans la partie opérationnelle, je vais refaire un petit tour en fait de l'utilisation des réseaux sociaux aujourd'hui. Effectivement, depuis quelques années, ça devient quasiment indispensable pour une entreprise d'être présente sur les réseaux sociaux aussi d'un point de vue professionnel. Du coup, en quelques chiffres, donc ça c'est une enquête qui date de 2021, donc ça a peut-être un petit peu évolué d'ici là, mais enfin ça reste quand même des chiffres qui sont assez récents. Donc on a quand même 4,33 milliards d'utilisateurs actifs et en France, on a 75% de la population française qui est active sur les réseaux sociaux. Donc ça fait quand même un pourcentage assez important. Avec notamment une grande partie de la tranche d'âge des 18, 35, 40 ans qui se connectent tous les jours, voire plusieurs fois par jour sur les réseaux. De même pour les adolescents. Bon, ça, je pense que s'il y a des parents qui sont dans l'assistance, vous devez bien avoir l'habitude de les voir se connecter régulièrement. Mais aussi, donc, on a forcément des opportunités professionnelles grâce aux réseaux sociaux, parce que ça permet aussi du coup d'élargir des barrières et de ne plus avoir de barrières géographiques, notamment pour son activité, sauf si on fait de l'activité locale, mais bon, ça permet toujours d'avoir une vitrine et une image. Et le petit dernier chiffre, en fait, c'était par rapport à l'impact
justement qu'avait le numérique par rapport à l'environnement. Donc, le numérique, aujourd'hui, c'est environ 4% des émissions de gaz à effet de serre de l'humanité. Donc, à titre comparatif, c'est à peu près similaire à ce que rejette l'aviation civile. Et en fait, donc comme ça paraît pas énorme parce que c'est toujours compliqué de l'exprimer parce que c'est pas quelque chose qui est palpable. C'est pas comme quand on voit un sac plastique par terre avec des déchets. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui polluent dans le numérique. Donc, je vais pas rentrer spécialement dans les détails parce que ça pourrait prendre des heures. Mais entre voilà, donc tout ce qui est matériaux, recyclage, facture énergétique, que ce soit chez vous ou aussi derrière dans les data centers, dans les serveurs. Enfin voilà, il y a plusieurs points de touche qui font que c'est aussi un élément qui pollue aujourd'hui. Et avec les utilisations et notamment l'arrivée là, du Web3 et voilà, la surnumérisation qu'on voit partout dans le monde, ce chiffre, en fait, il risque d'être exponentiel et c'est à ce moment-là où ça peut devenir un petit peu compliqué derrière dans les années à venir. Donc, c'est pour ça qu'il y aura une petite partie sur un petit peu les bonnes pratiques et comment faire cette balance-là, justement, pour l'utiliser à bon escient. Donc voilà, ça c'était pour les petits chiffres, on va dire un petit peu réseaux sociaux. Donc là, je vous ai fait un petit panel en fait des réseaux qui étaient le plus utilisés en France. Donc on va refaire brièvement le tour, mais je pense que vous les en connaissez déjà quand même une grande partie. Donc on a un numéro 1 Facebook qui reste aujourd'hui le plus utilisé. Facebook est surtout utilisé via les groupes. Il y a des groupes Facebook qui sont très très importants et très actifs sur plein de thématiques différentes. Donc, selon les secteurs d'activité, ça peut être intéressant soit d'intégrer des groupes, parce que vous allez peut-être pouvoir trouver vos potentiels clients dessus, soit d'en créer aussi. Ça permet souvent derrière de pouvoir ensuite déboucher aussi sur votre business. Donc, à voir selon les secteurs, mais ça peut être assez intéressant. Ça fonctionne aussi très bien avec les publicités payantes. Facebook est très, très utilisé pour ça. On va dire que c'est surtout ces deux points-là qui sont importants. La page Facebook aussi, dans le sens pour être vitrine. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'engagement que sur un groupe Facebook où généralement, on a des grosses communautés qui existent encore aujourd'hui. Donc, il y a encore de beaux jours devant lui pour Facebook. Le deuxième qu'on retrouve en termes d'utilisation, ça va être WhatsApp, parce que ça reste un lien de connexion sociale. Vous pouvez l'utiliser avec vos amis, avec votre famille, mais aussi avec vos clients ou avec d'autres personnes dans le professionnel. Donc, lui, c'est le numéro 1 utilisé en messagerie privée directe. Instagram, donc le réseau de l'image avec les photos. Donc, pareil, selon les secteurs d'activité, ça peut être celui-là à plutôt privilégié. Même si aujourd'hui, il tend de plus en plus vers la vidéo. Il y a de plus en plus la vidéo qui est mise en valeur par Instagram. On a encore les photos qui sont quand même bien présentes. Donc, ça permet de mettre en valeur aussi des produits ou vous-même ou votre activité. Snapchat aussi, donc l'instantané, un peu plus porté vers les jeunes générations. Beaucoup de publicités payantes, donc ça, je ne suis pas sûre que ce soit forcément celui que vous allez utiliser, pardon, mais il reste aujourd'hui quand même assez important. TikTok qui a fait une très grosse percée depuis le premier confinement, donc en 2020, donc avec des vidéos de format très très court, donc ça parle aux très jeunes générations, mais pas que. Et il y a de plus en plus de marques aussi qui s'y intéressent. LinkedIn, le réseau social professionnel, encore numéro 1. Donc, on peut trouver vraiment de très, très belles opportunités professionnelles sur LinkedIn, que ce soit pour le B2B, mais aussi pour le B2C. Des fois, on l'oublie, mais c'est vrai que derrière des professionnels ou des chefs d'entreprise, ça reste quand même des personnes humaines qui sont des potentiels consommateurs. Donc, on peut aussi toucher du B2C donc, via LinkedIn. Pinterest, des fois un petit peu oublié, mais assez utile quand on a de l'image, parce que via Pinterest, on peut faire aussi des tableaux créatifs pour ceux qui connaissent. Donc, en mettant forcément des photos, des images, pardon. Et du coup, on peut aussi mettre les liens vers son site internet. Donc, ça permet de générer du trafic si on vend, par exemple, en e-commerce. Pourquoi pas, selon les secteurs d'activité. Bon, et Twitter, très, très court. Réseau de l'instantané, un petit peu plus particulier parce que Twitter, c'est un peu plus de débat. Pareil, c'est pas forcément le réseau là qui va forcément le plus vous intéresser. Mais par contre, on peut faire de la veille assez intéressante sur Twitter pour suivre certains sujets. Et en fait, le point commun de tous ces réseaux, c'est leur fonctionnement. Donc, ça fonctionne via des algorithmes qui sont différents pour chaque réseau social. Il y a même des réseaux sociaux qui ont plusieurs algorithmes à l'intérieur. C'est simplement
une programmation informatique qui permet de faire fonctionner le réseau social. Donc, un réseau social, son modèle économique, c'est qu'il se rémunère généralement sur la publicité, donc la publicité payante. Comme on peut le voir aussi avec YouTube, hein, quand on clique sur une publicité, ça va générer forcément du trafic et donc des centimes, etc. pour le réseau social. Donc en fait, le but principal et le but qui est commun à tous les réseaux, c'est de vous garder le plus longtemps possible sur le réseau. Et pour vous garder le plus longtemps possible, donc vous ou vos clients, ou peu importe les personnes sur le réseau, leur but, c'est de vous proposer du contenu qui va vous intéresser, parce que plus vous allez voir du contenu qualitatif qui vous intéresse, plus vous allez rester. Et donc, plus ça va faire fonctionner le réseau social. Donc, pour ça, on vous trace un petit peu. En fait, on connaît vos préférences. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais si demain vous êtes sur même Instagram, TikTok ou ailleurs et que vous regardez des vidéos, je sais pas, de chats ou alimentaires, par exemple, de recettes de cuisine, comme par hasard, on va vous proposer beaucoup de vidéos de chats et beaucoup de vidéos de recettes de cuisine. C'est tout simplement parce que l'ordinateur a compris quels sont vos goûts. Et du coup, vu que vous regardez ça, vous aimez ça, on va vous proposer ça parce que justement, ça va vous faire rester. Donc, c'est un petit peu le même principe sur tous les réseaux avec quelques petites particularités, mais globalement, le but, c'est de garder l'attention le plus longtemps possible. Et donc, comment vous pouvez l'utiliser d'un point de vue professionnel? Ça va être que plus vous allez faire du contenu qui va intéresser votre audience ou vos clients potentiels, plus donc du contenu qui va être qualitatif, donc avec des jolies photos, avec des textes travaillés, voilà, avec des contenus variés, plus les gens vont liker votre post ou votre contenu, peu importe, plus il va être montré à de plus en plus de personnes, plus il va y avoir de likes et de commentaires, et en fait, au plus ça va être montré, voilà, ça va passer de 100 à 1000, 2000, etc., etc. Et en fait, au plus un contenu est vu, au plus ça veut dire qu'il fonctionne pour l'ordinateur et au plus il va être mis en valeur. Et en fait, ça fonctionne un petit peu comme une boucle comme ça. Donc vous, votre but, c'est d'avoir du contenu le plus liké, vu possible, parce qu'au plus ça va être liké, au plus ça va être montré, au plus vous allez gagner en visibilité et finalement, au plus vous allez avoir des gens qui vont potentiellement vous découvrir, vous, votre marque et votre entreprise. Il faut savoir aussi que l'attention des gens sur Internet est très, très faible parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu qu'on a partout, tout le temps, beaucoup de publicité. Et donc, il faut réussir à capter l'attention des gens en 2-3 secondes. Donc, ça se fait avec la première image de la vidéo, la première phrase d'une accroche. Ça, on le verra tout à l'heure, mais on va dire qu'il faut être très, très rapide pour pouvoir capter l'attention. C'est un peu la guerre de l'attention aujourd'hui sur les réseaux sociaux parce que justement, ça se développe de plus en plus. Mais là, voilà, c'était plus pour vous faire un petit topo du fonctionnement. Je vois Nadia, c'est dur le copywriting. Oui, bah, c'est pas évident. Après, en s'entraînant, il faut beaucoup s'entraîner, ça prend du temps. J'en parlerai tout à l'heure, mais c'est vrai que le copywriting, donc c'est un peu la façon d'écrire pour vendre. C'est notamment comment rédiger des accroches justement qui vont faire que les gens vont aller lire votre post. C'est pas mal utilisé sur LinkedIn notamment parce qu'Instagram, on a encore la barrière de la photo. Donc voilà, je regarde si j'ai rien oublié sur les algorithmes. Non, après, je sais pas, est-ce que vous avez des questions sur ce point-là? Ou enfin, du moins, au moins sur le fonctionnement. Après, sur les détails, on verra plus tard, je pense, à la dernière partie, si vous avez des questions. Mais au moins sur le fonctionnement, voilà, sur est-ce que c'est clair pour vous? Je sais pas, il y a quelqu'un qui essaie de parler, non? Oui, c'est moi, pardon. Ah bah, vas-y. Je ne sais pas si je peux poser la question, c'est juste au sujet de Twitch. Parce Oui. qu'en fait, je me demandais si c'était pertinent ou pas quand on veut organiser des webinars en live. Ça dépend. Ça va dépendre de ta cible, je pense. Je sais pas à qui tu t'adresses exactement. Disons que le but, c'est pas justement pour que des gens viennent et pas qu'il y ait une personne qui soit pas au courant. C'est des gens que je sais qui sont, enfin, des entrepreneurs qui sont intéressés par mon projet, qui m'ont demandé un webinar, mais comme je sais pas enfin voilà, il faut que je trouve une plateforme qui permette de le faire en live, gratuitement sur une durée suffisamment longue. Je me disais que Twitch, ça pouvait être une bonne idée aussi pour créer une communauté.
Alors oui, il y en a qui le font sur Twitch. Après, les webinaires, aujourd'hui, on peut les organiser aussi de manière différente avec des liens. Comme là, Jennifer, ce que j'allais dire, il y a Learnybox, par exemple, tu peux aller voir. C'est là où tu peux héberger aussi des webinaires et ça permet après de récupérer. Tu peux récupérer l'adresse mail des gens quand ils s'inscrivent. Et comme ça te permet toi d'avoir une base de données d'adresse mail. C'est toujours intéressant pour plus tard si tu as d'autres contenus. Comme ça, tu peux aussi leur tenir au courant un peu de ce que tu fais. Après, sinon, Twitch aussi, c'est une manière. Après, c'est vrai que c'est plus utilisé en stream, en live. Aussi, bon, après, voilà, les jeux vidéo, il n'y a pas que. Maintenant, c'est utilisé aussi par des youtubeurs, etc. Mais après, peut-être en fonction de ton activité, à voir si ça ne serait pas effectivement plus pertinent de passer par un canal un peu plus classique pour faire de la récupération justement d'adresse mail et ensuite discuter. Mais si tu veux, on pourra en voir en plus en détail après, avec peut-être plus de détails sur l'activité pour savoir exactement sur toi, quels sont tes objectifs, quoi. Parce qu'après, en soi, oui, c'est une bonne plateforme, mais il faut que ça réponde à tes objectifs pour pas que tu fasses ça pour rien s'il y a mieux ailleurs, quoi. Ok, merci beaucoup. Alors, on va parler des possibilités par la publicité sur les réseaux. Là, c'est plus comment justement lancer les réseaux Woody de manière un peu organique. On va pas forcément trop parler de ads ici, parce que c'est encore autre chose. Et c'est pas forcément la priorité du début, mais après, si tu as des questions à la fin, on pourra y répondre. Alors, donc du coup, on va passer à la deuxième partie. Donc là, souvent la question qu'on se pose quand on lance son activité, tout simplement, c'est comment on va construire une stratégie professionnelle efficace. C'est-à-dire que souvent, l'erreur numéro un qu'on voit, qui est souvent vue, c'est qu'on a tendance à s'éparpiller parce qu'on lance son activité, on est assez motivé, on a envie que ça fonctionne. Et donc, on va aller créer des comptes sur tous les réseaux sociaux possibles. On va faire un compte Insta, on va se dire cool, on va faire une chaîne YouTube, tiens, j'ai envie d'aller sur TikTok, LinkedIn, ça a l'air sympa, etc., etc. Donc, on va ouvrir un petit peu partout. Sauf qu'en fait, il faut savoir que les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui prend énormément de temps, à la fois pour créer du contenu et à la fois aussi pour s'en occuper tous les jours, pour les faire grandir. Et généralement, vous, quand vous avez votre projet ou quand vous lancez une activité, vous avez déjà bien d'autres choses à faire et surtout, vous avez votre cœur de métier qui n'est pas celui-là à vous occuper. Et j'imagine déjà que ça vous prend pas mal de temps dans votre quotidien. Donc, c'est vrai que là, l'idée, c'est surtout au début, c'est d'être présent sur les bons réseaux au bon moment et pas trop pour pas s'éparpiller et pas justement avoir le risque, ce fameux risque de frustration parce qu'on se sent dépassé et on n'arrive pas à suivre la cadence et du coup, on arrête. Donc, ce qui peut arriver, c'est qu'on arrête. Donc, pour définir, en fait, là, l'idée, c'est de se dire, OK, sur quel réseau ça semble pertinent d'être présent pour se lancer ou pour lancer son activité. Donc là, moi, je peux vous donner trois petits tips comme ça pour vous aider justement à trouver cette réponse ou au moins avoir des idées. La première, c'est quand vous faites votre étude de marché ou que vous allez faire, bon, pour ceux qui les ont déjà fait, vous avez encore des contacts, pour ceux qui vont les faire, ou que vous faites vos interviews exploratoires, que vous allez à la rencontre un peu de vos avatars ou de vos clients cibles persona, là déjà, dès ce moment-là, vous pouvez tout simplement leur poser la question en leur disant, voilà, si justement tu souhaitais chercher mon service ou mon type de produit, où est-ce que tu irais me chercher justement? Est-ce que tu irais regarder sur Instagram? Est-ce que tu irais taper sur Google? Est-ce que tu irais sur YouTube? Enfin voilà, déjà de poser la question. Ça pourra permettre déjà d'avoir un petit avis, surtout si au fur et à mesure des questions, vous vous rendez compte qu'il y a un ou deux réseaux qui ressortent en priorité. Le deuxième, c'est d'aller voir vos concurrents. Généralement, c'est toujours quelque chose qui est plutôt bien à faire, de faire une analyse concurrentielle, mais aussi de leur présence sur Internet. Concurrents directs ou indirects, d'ailleurs, peu importe, mais allez voir où ils sont. Et puis pareil, si vous avez tous vos concurrents qui sont sur 2 ou 3 réseaux, c'est que généralement, c'est que voilà, il y a une raison et que potentiellement vos clients sont là-dessus. Et sinon aussi, selon vos secteurs d'activité, il y a aussi des études qui sont faites. Vous avez aussi votre petite idée. Donc, étudiez vraiment votre cible et essayez d'être présent là où elle est présente parce que ça ne sert à rien d'être sur un réseau où il n'y a pas votre cible. Vous allez vraiment perdre du temps pour rien et surtout, les résultats ne seront pas là derrière. Ça ne vous empêche pas d'expérimenter si vous en avez envie, si vous avez le temps de le faire. Mais voilà, si vous vous rendez compte qu'il n'y a pas vraiment de résultats ou en tout cas qu'il n'y a personne qui est présent sur les réseaux,
voilà, essayez de vous concentrer sur autre chose. Donc, je dis toujours prioriser 1 ou 2 réseaux au début parce que c'est déjà amplement suffisant. Après, pareil, ne vous forcez pas non plus dans le sens où si vous détestez vous mettre en avant, voilà, effectivement, TikTok, par exemple, ce ne sera peut-être pas le bon réseau. Donc, faites aussi en fonction de vous parce que l'idée, c'est pas non plus que ça devienne une corvée d'être présent sur les réseaux. Il faut quand même que ça reste un plaisir parce que c'est pour votre activité, c'est professionnel, certes, mais il ne faut pas que ça soit quelque chose qui soit vécu de manière négative. Donc, 1 ou 2 réseaux comme ça vous permet vraiment de rester efficace et donc de choisir en fonction de sa cible. Et le 3e point, c'est choisir un ton parce que là, donc, on est à l'étape où voilà, vous avez fait votre petite étude, vous avez trouvé les réseaux sociaux sur lesquels sont présents votre cible. Vous pouvez en prioriser 1 ou 2. Là, vous avez déjà des idées. Et souvent, la question qu'on se pose, c'est maintenant comment on s'adresse à sa cible, comment on va lui parler. Ça, pareil, c'est quelque chose qui est à réfléchir toujours en fonction de sa cible. En fait, dites-vous tout le temps que dès que vous faites une communication sur les réseaux sociaux, votre but, c'est de parler à votre client potentiel, à votre audience. Et donc, pour ça et pour connecter avec elle, il faut que vous puissiez prendre ses codes et parler de la même manière qu'elle. Donc, son vocabulaire, sa façon de parler, ses expressions. Il faut que ça lui parle parce que si ça lui parle, elle va pouvoir s'identifier à vous. Et donc, c'est là où vous allez réussir à créer justement ce lien. Et effectivement, on ne parle pas de la même manière à des personnes qui sont de catégories d'âge différents, à des jeunes ou alors à des femmes. Ou alors voilà, il y a plein de microcosmes comme ça qui représentent un petit peu votre cible, vos avatars. Même si vous en avez plusieurs, vous pouvez un petit peu alterner. Ça peut se faire aussi, parce que ça arrive aussi que vous en ayez plusieurs. Ce n'est pas un problème. Mais essayez vraiment de choisir un ton en fonction de votre cible. Déjà, voilà, est-ce que vous allez la tutoyer? Est-ce que vous allez la vouvoyer? Si on est sur un secteur un petit peu sympa, où on a envie de mettre de l'humour, on va peut-être tutoyer. Si demain, c'est un secteur beaucoup plus institutionnel, scientifique, bon, là, on va peut-être avoir un vocabulaire un tout petit peu plus technique, on va peut-être un peu plus vouvoyer. Donc, ça, c'est des questions que vous pouvez vous poser dès le début. Comme ça va vous permettre de créer un ton qui va être harmonieux sur tous vos réseaux. Un peu comme un fil directeur, enfin, votre fil rouge en fait, et ça va vous permettre de commencer à construire ce qu'on appelle une charte éditoriale. Donc, c'est un petit peu tous les codes qu'on va pouvoir utiliser. Ça va vous permettre vraiment d'harmoniser et de ne pas partir dans tous les sens. Si vous ne savez pas du tout comment vous adresser, vous pouvez aussi aller voir un peu ce qui se passe chez vos concurrents. Alors, l'idée, c'est de s'inspirer des concurrents, hein, surtout, on ne va pas les copier, bien sûr, mais voilà, on s'est tous inspirés de quelque chose à un moment donné. La créativité, c'est ça aussi, c'est s'inspirer de tout ce qu'on a autour de nous. Donc, d'aller voir aussi ce qui se passe chez les concurrents, c'est toujours une bonne idée pour s'imprégner et voir un petit peu ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et ensuite, de les réadapter à sa sauce, hein, bien sûr, en fonction de ses particularités. Alors, est-ce que c'est pertinent d'avoir 2 approches tant différentes sur nos réseaux sociaux, LinkedIn vs Insta? Ça dépend. Tu peux, dans le sens où, par exemple, ce qui peut se faire, c'est de vous voyer sur LinkedIn et sur Insta, on peut tutoyer et peut-être faire un petit peu plus de blagues, utiliser un petit peu plus de contenu drôle. C'est possible. Après, c'est vrai que l'idée, le mieux, c'est tu peux différencier, mais pas trop, quoi. Faut pas non plus qu'on ait l'impression d'être face à 2 marques ou 2 personnes différentes. Après, aujourd'hui, LinkedIn est de plus en plus cool. On va dire, c'est beaucoup moins corporate qu'avant, c'est beaucoup moins la CV Tech. Il y a de plus en plus de contenu assez fun, assez marrant. Donc, je dirais qu'il y a moins de problèmes il y a moins de barrières sur LinkedIn qu'il y en avait peut-être il y a 2-3 ans. Ça a beaucoup changé depuis 2 ans. Avec beaucoup de nouveaux créateurs qui sont assez dynamiques, avec assez esprit start-up, assez cool, justement. On a moins cet esprit-là. Donc, après, je dirais qu'il ne faut juste pas qu'il y ait une grosse différence entre les deux, mais on peut faire le distinguo, ça ne pose pas de problème non plus. Si tes cibles sont complètement différentes entre les deux, bon, on peut s'adapter aussi, parce que peut-être que les gens qui sont sur Insta, ils ne vont pas du tout te suivre sur LinkedIn, et inversement. Alors que, par contre, ceux qui ne te connaissent pas, ils peuvent te découvrir sur Insta et puis aller voir ce que tu fais sur LinkedIn ou inversement. Donc, voilà, l'idée, c'est quand même qu'il y ait un fil conducteur entre les deux et pas que les gens se retrouvent avec 2 personnalités complètement différentes. Ça marche, ok.
Donc voilà, là l'idée c'est de se dire que maintenant on a identifié ses clients, on a déjà premièrement les clients idéaux, les réseaux, le ton à peu près, comment on va pouvoir s'adresser aux personnes à qui on a envie de discuter. Et maintenant, souvent la question qu'on a, c'est qu'est-ce que je poste? J'ai pas d'idée, je n'ai pas d'inspiration, je sais pas quoi dire, j'ai rien à dire. Ça, c'est des petites phrases que j'entends assez régulièrement parce qu'on ne sait pas trop. Donc là, l'idée, en fait, c'est de se dire qu'on va pouvoir définir des gros points de contenu qu'on va pouvoir ensuite multiplier à l'infini et adapter, bien sûr, en fonction de chaque secteur d'activité. Donc là, l'idée, c'est de vraiment créer une audience qui soit fédérée pour après, peut-être plus tard, arriver au stade de la communauté, mais au moins une audience qui soit engagée, qui vous suive, avec qui vous allez échanger. Ça reste un réseau social. Le but, c'est de créer de l'échange avec votre audience. Et pour ça, du coup, il y a 4 types de contenus qui fonctionnent plutôt bien. Donc, l'idée, c'est de pouvoir les intercaler et les mixer au fur et à mesure. Donc, le premier, ça va être les contenus produits-services, contenus vitrines. Comme je vous le disais tout à l'heure, le temps d'attention sur les réseaux, il est très, très faible. Donc, quand on arrive sur votre profil ou votre page entreprise, il faut tout de suite qu'on comprenne ce que vous faites, ce que vous vendez, quel service vous donnez. Il faut qu'on comprenne tout de suite sur quoi on est tombé pour se dire « Ok, ça peut m'intéresser ou peut-être pas ». Ça, c'est différent, mais c'est important que ça soit très clair. Donc, si vous avez des produits, on met des photos, on met des vidéos, on peut mettre des reels si on est sur Insta. Si vous avez des services, pareil, vous pouvez faire un post pour dire voilà quel service je propose. Si c'est sur Instagram, on peut les mettre en story à la une, là, les stories permanentes, mes services. Ou voilà, on a les écritures, comme ça on sait les services que vous allez proposer. Donc là, c'est assez simple, il y a beaucoup d'idées. Si vous avez une boutique en ligne, pareil, on peut mettre le lien pour arriver sur votre boutique en ligne, pour les trouver. Si vous faites des recettes de cuisine, pareil, on peut mettre des photos avec les produits que vous utilisez. Enfin, donc ça, c'est vraiment le contenu vitrine. Le deuxième, le contenu équipe backstage coulisses. Parce que pareil, généralement, on est curieux. On aime bien aller découvrir l'envers du décor d'une entreprise. Ça permet de connecter aussi un peu à l'humain. Donc, présenter son équipe, se présenter soi-même, si on est tout seul, on n'est pas obligé d'avoir une équipe. Le backstage, ça peut être en story, par exemple, sur Instagram, votre journée. Si vous avez un atelier, comment vous faites dans l'atelier. Les filles, par exemple, avec la cuisine, les coulisses, voilà, comment vous préparez ci, comment vous préparez ça. Donc, le but, c'est vraiment de raconter son histoire, de créer du lien. Je ne sais pas si demain, par exemple, vous avez une plateforme, mettons, où vous vendez, je ne sais pas moi, des produits locaux ou du miel. Par exemple, l'apiculteur, qui est le miel de quel vous le vendez, vous pouvez faire un portrait de l'apiculteur. Voilà, ça permet de montrer l'humain, les humains qui se cachent derrière des produits ou des services. C'est toujours apprécié. Montrer son quotidien, pour vous, en fait, ça vous paraît des fois un peu bête parce que vous dites, bon, mon quotidien, qui ça va intéresser? Mais non, en fait, ça intéresse vraiment les gens derrière parce que justement, ils ont envie de savoir un peu ce que vous faites dans la vie derrière votre activité. Donc du coup, ça marche plutôt bien, donc ce contenu un peu équipe backstage. Le troisième, alors la preuve sociale, en fait, c'est les avis ou les témoignages clients. Pourquoi? Parce que ça rassure. Souvent, même vous, je suppose, quand vous allez chercher un produit ou réserver une table ou quoi que ce soit, souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est d'aller regarder s'il y a des avis pour voir s'il y a déjà des personnes qui ont utilisé le produit ou le service. Si on achète un produit pareil, on va souvent regarder les avis. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est dès le début, même si ce n'est pas des gens qui achètent forcément, si vous le faites tester à quelqu'un, si vous avez des bêta-testeurs, peu importe qui a déjà testé vos produits, vos services, s'il y a des gens qui ont déjà goûté ou quoi que ce soit, demandez-leur un avis rédigé. Donc, vous pouvez faire rédiger votre avis sur Google, si vous avez une fiche Google, ou alors vous pouvez tout simplement récolter un avis et ensuite vous le mettez en forme sur Instagram ou ailleurs. Et puis vous le partagez, vous le laissez en story à la une, vous en faites un post. Parce que plus vous allez avoir des avis rapidement, au plus derrière vous allez pouvoir rassurer les gens. Ça peut être aussi des témoignages vidéo. Je ne sais pas, moi, si vous avez fait du service, vous avez du coaching, etc., pourquoi pas récupérer des témoignages vidéo après des personnes avec qui vous avez déjà échangé.
Donc ça, c'est assez pratique, les avis, les témoignages. Donc c'est vraiment quelque chose qui va rassurer les gens quand ils vont vous découvrir. Si vous êtes sur LinkedIn, vous pouvez demander des recommandations. Ça apparaîtra tout en bas de votre profil. Donc ça peut être des recommandations d'anciens collègues, ça peut être juste pour votre professionnalisme, ça peut être des recommandations si vous avez déjà lancé votre activité, votre service, peu importe. Mais c'est vrai que les recommandations, n'hésitez pas à les demander rapidement. Et le quatrième, assez simple, entre parenthèses, mais assez pratique quand on est tous un petit peu engagés, je pense comme on l'est tous aujourd'hui ici, si on fait partie de la communauté, c'est qu'on a aussi nos engagements dans notre vie personnelle, qu'on a peut-être aussi envie de voir dans notre vie professionnelle. C'est tout ce qui est contenu qui va permettre de sensibiliser autour de sa thématique. Pourquoi ? Parce que là, ça va permettre de passer un cran supérieur au niveau de la création de liens entre vous, votre entreprise et votre audience, parce que vous allez donner de la valeur, vous allez donner des tips. Donc, il y a plein d'exemples, hein, mais je ne sais pas, demain, vous faites une épicerie vrac ou quelque chose comme ça, vous pouvez faire des tutos, comment on range sa cuisine. Maintenant qu'on passe au vrac, comment on crée son savon do it yourself, ça peut être des recettes. Ça peut être tout un tas de sujets. J'essaie de regarder en fonction de votre activité si j'arrive à trouver des idées. Mais par exemple, je vois je reprends une activité de collecte de déchets en Île-de-France. Employer des personnes en insertion, pareil, ça peut être des contenus de sensibilisation. Pourquoi trier ces déchets, comment trier ces déchets, comment mettre ça en place. Les ateliers de cuisine par les femmes, par exemple, les filles, pareil, vous pouvez faire des ateliers, montrer tout simplement. Recettes de cuisine en zéro déchet, recettes de cuisine avec tel aliment local. Enfin, il y a beaucoup d'idées. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir vos concurrents ou d'autres entreprises qui sont déjà engagées pour trouver des idées. Ça va nourrir justement vos idées. Pour du contenu pédagogique, les sources dans le visuel. Oui, tu peux. Après, ça dépend ce que tu entends par visuel. Après, dans tous les cas, j'y viendrai après pour la création visuelle, mais oui, si tu prends un contenu qui vient de quelque part, tu peux effectivement mettre tes sources. Un post Insta. Visuel, mais le visuel, tu le prendrais d'où ? Après, si c'est un photographe, oui, on peut mettre dans la description. Mais de toute façon, j'y reviendrai. Creative Canva. Non, parce que alors Canva, tout ce que tu as sur Canva, c'est libre de droit. J'y reviendrai après, mais du coup, tout ce qui est photo, utilisation graphique qu'il y a sur Canva, c'est automatiquement quelque chose qui est libre de droit. Donc, tu n'es pas obligé de citer Canva comme source. De toute manière, c'est l'étape qui va être juste après. Est-ce que vous avez d'autres questions là par rapport à ça, aux différents types de contenus ? Ou on verra les questions à la fin. Oui, excusez-moi, je vais juste, parce que moi, je n'ai pas encore lancé mon activité. Et en fait, la stratégie, ce serait justement de communiquer sur les bienfaits du service que je vais apporter. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est intéressant parce que avant de lancer l'activité, c'est déjà, comme ça va me permettre de savoir toutes les personnes qui sont sensibles à ce que je vais apporter. Et du coup, ça me ferait une clientèle potentielle. Oui, de toute manière, plus tôt tu communiques en soi, au mieux c'est. C'est toujours bien. Au plus tôt tu vas pouvoir être présent, même si l'activité n'existe pas, c'est pas très, très grave. Dire que l'activité se lance dans X ou Y temps, ça, c'est pas un problème. Tu peux déjà constituer tes réseaux avant. Même si entre-temps, il y a des choses qui changent, c'est pas grave non plus. Au contraire, au plus tôt tu y es, vu que ça, je vais le dire après, mais vu que ça met quand même du temps à se mettre en place, au plus tôt on s'y met en soi, au mieux c'est, quoi. En conseil, c'est toujours plus pratique. Alors, Marie-France, comment animer une page Facebook pour un projet tiers-lieu non débuté ? Moi, je te propose, Marie-France, c'est qu'on garde ta question, comme ça, on pourra la traiter à la fin, parce que justement, je vais peut-être t'apporter des réponses là dans les
dans les points et comme ça nous permettra pour avoir le temps. Et ça marche comme ça, on la garde. Alors, donc du coup, là souvent, une fois qu'on peut avoir des sujets, la question qu'on se pose, c'est un petit peu comment on va pouvoir définir la fréquence, quand est-ce qu'on poste, comment on poste, où est-ce qu'on poste. Donc la fréquence, souvent, on peut voir passer sur les réseaux qu'on faut poster une fois par jour pour être performant, etc. etc. Oui, c'est sûr qu'en soi, d'un point de vue algorithmique, au plus on va poster, au plus il va être content. Par contre, la chose qu'il faut se dire, c'est que c'est pas possible. Vous n'allez pas pouvoir poster tous les jours parce que vous avez autre chose à faire et justement, vous avez surtout votre activité qui vous prend du temps. Donc, l'idée, c'est de trouver une fréquence qui soit tenable dans le temps. Parce qu'il faut savoir, c'est que les réseaux, c'est vraiment un marathon, c'est pas un sprint, hein, c'est sur du long terme qu'on va avoir des résultats. Il n'y a pas de recette miracle, malheureusement, on ne va pas avoir des résultats en 1, 2, des fois ça peut prendre 3, 4 mois. Donc ça peut être frustrant de pas avoir des résultats tout de suite, mais c'est complètement normal. En fait, les réseaux sociaux, d'un point de vue stratégie organique, quand on poste juste, ça doit s'intégrer dans une stratégie quand même commerciale globale parce que les réseaux, ça prend du temps. Donc, comme je le disais, à faire et à développer. Donc, on peut tout de suite, l'idée, c'est de vous dire, si je peux poster, je peux commencer par 2 ou 3 fois par semaine, mettons. Commencez doucement comme ça, et puis peut-être qu'au bout de 2-3 mois, vous allez poster, vous allez écrire de plus en plus rapidement, et là, vous allez peut-être passer à 3-4, mais commencez doucement avec un rythme que vous allez pouvoir tenir sur le long terme, plutôt que de démarrer en postant tous les jours, pas dans 2 semaines, et à la fin, vous allez arrêter parce que vous allez vous frustrer, ça va vous prendre trop de temps, vous allez plus y prendre de plaisir. Donc, régularité, vaut mieux en faire moins, mais sur le long terme. Et pour les heures, pareil, souvent il y a 3 créneaux, le matin, le midi et après 18h, parce que c'est les créneaux horaires où les gens partent au travail, prennent le café, sont en pause ou rentrent chez eux. Après, ça dépend aussi de votre secteur d'activité. Si vous travaillez pour des restaurateurs, poster le soir en plein service, forcément, ça va pas forcément avoir un impact très intéressant. Donc, faites attention par rapport à votre cible et surtout, essayez. Le meilleur conseil, c'est de tester, surtout au début. Surtout quand c'est au début, vous allez pouvoir essayer 1 heure, une autre heure, voyez au fur et à mesure. Vous avez la possibilité maintenant sur vos comptes professionnels, Instagram, Facebook, d'avoir accès à vos statistiques sur la suite business. Quand vous allez dessus, il y a écrit statistiques et dessus, vous pouvez rechercher après sur Google comment trouver vos statistiques, mais c'est assez simple et vous allez voir les horaires et au fur et à mesure, vous allez pouvoir affiner. Donc, il n'y a pas vraiment de bonne réponse, ça dépend vraiment de votre cible. Donc, testez, essayez-en plusieurs. Et au fur et à mesure du temps, vous allez affiner et trouver les bons créneaux qui leur correspondent vraiment. Donc, ça peut évoluer aussi dans le temps. Donc, voilà, il n'y a pas de recette miracle. Il faut essayer et tester et voir. Et surtout, être très, très patient et ne pas paniquer si on n'a pas de résultat tout de suite. C'est normal. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est sur du long terme. Là, je vous avais remis la phrase que votre stratégie... c'était comme un marathon et non un sprint parce que c'est pas immédiat. Et aussi, ne pas oublier que poster ne suffit pas et qu'il faut interagir avec les autres utilisateurs. Derrière réseau social, on a humain, social. Pourquoi les gens viendraient liker, commenter vos posts si vous n'allez pas le faire de même chez les autres? Voyez vraiment ça comme un échange. Donc, surtout, n'hésitez pas aussi à aller soutenir les autres. Parce qu'en soutenant les autres, ils vont venir chez vous, ils vont vous découvrir, ils vont s'abonner, vous allez créer des relations, vous allez pouvoir aussi entrer en contact avec d'autres personnes sur les messages privés, trouver des potentiels clients comme ça. Et aussi, en commentant les posts d'autres personnes, les gens qui vont lire les commentaires parce qu'ils vont voir le post d'une autre personne vont peut-être aussi tomber sur votre commentaire et vont se dire ah tiens c'est chouette, c'est intéressant, etc. Et ils vont découvrir votre compte. Donc ça fonctionne aussi comme ça et ça fonctionne beaucoup plus vite quand on interagit avec les autres, que ce soit sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn aussi. Ça fonctionne tous de la même manière et il faut aller soutenir les autres aussi et voir ça comme un échange. Ça permet aussi de faire de belles rencontres et pas juste d'être là en tant que vitrine. Alors, j'ai vu que vous avez plein de questions, comme ça on va les traiter à la fin, parce que sinon j'ai peur qu'on n'ait pas trop le temps.
Mais après, l'idée, c'est de pouvoir bien s'organiser une fois qu'on a défini son rythme. On a un rythme, on sait qu'on peut faire, je sais pas, 2-3 fois par semaine, c'est plutôt bien en général au début. Pour commencer, ça permet d'y aller en douceur. Trouver le rythme. Comment faire pour trouver des idées? Moi, ce que je conseille, c'est prenez des notes. Dès que vous avez une idée, notez-les quelque part, toutes vos idées là, par rapport à vos services. Si vous avez une idée de vidéo qui vous vient comme ça, souvent on a des très bonnes idées quand on marche, quand on dort ou quand on est sous la douche. Ça arrive souvent que ça soit jamais au bon moment. Notez-les sur votre téléphone, un message vocal, si vous avez un cahier, un Word, ce que vous voulez, peu importe. Notez toutes vos idées, comme ça vous allez avoir déjà tout plein d'idées qui seront déjà toutes prêtes. Bloquer des créneaux aussi pour rédiger des contenus de la même manière qu'on peut faire du batching pour la cuisine quand vous faites tous vos repas de la semaine le dimanche, par exemple. Vous pouvez faire pareil avec vos contenus. Vous pouvez vous dire tous les débuts de mois, je bloque une demi-journée ou une journée ou peu importe pour rédiger un maximum de contenu possible. Comme ça sera fait d'avance. Ça va vous enlever une charge mentale. Comme ça, au moins, vous aurez plus ça à faire. Vous n'allez pas faire ça d'un jour à l'autre parce que sinon, ça va vous prendre beaucoup de temps. Ça vous permet aussi de créer du contenu à l'avance. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous avez 1-2 semaines et peut-être plus tard, vous aurez plus selon votre organisation, mais déjà du contenu qui est fait. Donc, ça va vous alléger aussi. Ça va vous permettre de tenir aussi le rythme sur le long terme. Et puis, c'est en faisant de toute manière que vous allez aller de plus en plus vite, c'est en faisant que vous allez trouver votre rythme, c'est en faisant que vous allez trouver votre organisation. Donc, il ne faut pas hésiter, il faut commencer et petit à petit, ça viendra. Et c'est normal qu'au début, ça prenne beaucoup, beaucoup de temps. Mais vous allez voir un post qu'au début va vous prendre 1 heure, 1 heure et demie. À la fin, ça vous en prendra 20 minutes. Mais voilà, c'est comme pour tout, c'est en s'entraînant qu'on arrive à aller de plus en plus rapidement. Et là, du coup, la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être graphiste pour faire du contenu sur les réseaux sociaux. On a des outils de création gratuits qui fonctionnent très, très bien. Donc, le plus connu, Canva. Donc là, ici, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller regarder ce que c'est. Vous avez juste à vous créer un compte, c'est gratuit. Il y a une version gratuite, une version payante. Rassurez-vous, la version gratuite vous suffit amplement pour faire de très jolies choses. Aujourd'hui, Canva, vous pouvez tout faire. Vous avez déjà tous les formats pour les posts Instagram, LinkedIn, YouTube. Vous pouvez faire vos CV dessus. Je crois que vous pouvez même faire vos devis et votre facture. Ah bah voilà, Mathilde en plus nous dit que pour les assos, il y a une version complètement gratuite. Ça, je ne savais pas. Donc, c'est bon à savoir. C'est cool. En plus, si vous avez une asso, je ne sais pas, je pense au tiers-lieu, par exemple. Je ne sais pas si vous êtes en association, mais pourquoi pas regarder. Et vous avez des modèles, en fait. Et après, vous pouvez tout moduler. Donc, c'est vraiment hyper pratique. Petit conseil graphique pratico-pratique, si vous avez un logo déjà, ou si vous n'en avez pas, si vous choisissez des couleurs, évitez d'avoir trop de couleurs, gardez-en 2 ou 3 et gardez toujours les mêmes. Le but, c'est d'avoir une harmonie quand on arrive sur vos réseaux. Je vous invite à aller regarder des feeds Instagram. Donc, pour les feeds, c'est quand vous arrivez dessus, là, sur le profil d'une personne, vous avez les photos, le mix un petit peu. Vous allez vite vous rendre compte que vous avez toujours les mêmes thématiques couleurs qui reviennent chez une personne et c'est ça qui crée l'harmonie. Donc, essayez de garder une harmonie pour tous les réseaux. Donc, voilà, choisissez 1 ou 2 couleurs qui vous vont bien et gardez les mêmes. Comme ça, voilà, ça vous permet d'éviter de partir dans tous les sens et d'avoir un espèce d'arc-en-ciel qui n'est pas forcément très, très joli à l'œil. Mais c'est pour ça, pareil, allez regarder sur des tutos. Il y en a beaucoup sur YouTube qui sont gratuits pour utiliser Canva, pour créer une charte graphique, ce qu'on appelle donc une charte graphique, mais je parle vraiment light pour essayer de créer déjà un univers qui soit harmonieux visuellement. Et ensuite, pour planifier vos contenus, vous allez pouvoir créer un calendrier éditorial. Donc, c'est un calendrier, simplement. Par exemple, vous allez vous dire, je poste tous les mercredis et tous les mardis et les jeudis. Généralement, c'est les bons jours pour commencer. Si vous voulez, mardi et jeudi, ça marche bien. Vous allez faire un calendrier. Donc, ça peut être Excel, si vous avez envie, ou Google Sheet. Pas besoin d'avoir un truc hyper prononcé. Sinon, il y a des applications qui s'appellent Trello ou Notion pour ceux qui connaissent, qui sont un petit peu plus techniques, mais si vous avez envie d'aller voir ce que c'est, je vous invite aussi à aller les découvrir. Vous avez une partie gratuite payante. Comme d'hab, la partie gratuite, ça suffit. Vous allez pouvoir tout simplement commencer à faire votre calendrier et savoir que mardi, vous postez sur tel sujet, jeudi, c'est sur autre chose, la semaine d'après, etc. Comme ça, vous posez tous vos sujets et ensuite, vous allez dedans intégrer tous vos contenus écrits et vos visuels.
Ça va vous permettre d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus structuré et vous allez tout avoir au même endroit. Je voyais Woody pour est-ce automatisable? Oui, ça l'est, pas pour tout. Il y a des logiciels qui sont payants, mais au niveau gratuit avec Facebook et Instagram. Quand vous créez une page Facebook, automatiquement, vous allez avoir écrit Creator Studio, la suite business qui va être dessus. Et là, au-dessus, vous allez pouvoir, pareil, je vous invite à aller regarder des tutos si vous voulez regarder, mais ça, c'est pas facile. Vous allez pouvoir avoir un calendrier sur Facebook qui existe. Vous allez pouvoir programmer vos contenus qui seront programmables pour Facebook et Instagram. Vous allez pouvoir vous dire, je poste jeudi prochain à 18h. Là, vous allez mettre votre texte. Voilà, l'outil Facebook Meta Business. Vous mettez votre texte, vous mettez vos photos. Vous mettez l'heure à laquelle vous avez envie que ça soit posté. Vous pouvez mettre vos hashtags, la localisation, tout ce que vous voulez, et vous mettez programmer, et ça va vous envoyer la programmation tout seul. Et ça marche aussi pour les stories, depuis peu. Donc, c'est aussi pratique quand on va programmer des stories à l'avance pour être tranquille. Malheureusement, sur LinkedIn, il n'y a pas de miracle. Ça fonctionne très, très mal parce qu'avec les programmateurs sur LinkedIn, on ne peut pas mettre de hashtag, on ne peut pas taguer des gens. Enfin, c'est assez compliqué. LinkedIn, il faut encore le faire à la main. Et TikTok aussi, pour ceux qui sont dessus, il y a des applications qui sont gratuites qui existent. Après, quand vous vous lancez au début, c'est pas utile d'aller payer des programmateurs parce que ça reste quand même assez cher. Moi, je vous le conseille pas parce que vous allez payer vraiment très, très cher. On va dire que ces programmateurs-là, c'est plus quand on fait, par exemple, mon métier où on gère 10 comptes en même temps. Bon, voilà, à un moment donné, effectivement, c'est quand même plus pratique de programmer parce qu'il y a des limites humaines à poster. Mais pour vous, votre activité Facebook Meta Business, ça suffit largement. Et pour le reste, à la main aussi, il n'y a pas de souci. Je vais presque être dans les temps. Et du coup, dernière partie, du coup, les bonnes pratiques. Donc, ça, je vous le disais tout à l'heure, ça pollue beaucoup quand même. Le numérique, c'est quand même un élément qui est assez polluant. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir des pratiques qu'on appelle un peu plus éthiques, on va dire de communication responsable. Là, je vous fais vraiment des bonnes pratiques au quotidien, mais si vous avez envie de creuser sur ce sujet, vous allez trouver beaucoup, beaucoup de ressources, notamment sur le site du gouvernement de l'ADEME, qui a beaucoup documenté sur la com responsable. Malheureusement, il n'y a pas énormément de ressources encore aujourd'hui, mais on y tend de plus en plus. Pareil sur le numérique responsable. Là, moi, je vous parle vraiment au niveau réseaux sociaux. Je ne suis pas rentrée dans les détails des sites web, ni de la création graphique, parce qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire par rapport au numérique. Mais l'idée, c'est de vraiment soigner son message et vraiment communiquer que si l'information est utile, urgente ou importante. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le but, c'est pas de publier que pour l'algo, parce qu'il faut faire plaisir à l'algo, parce qu'il faut publier tout le temps. Justement, pour réussir à créer cette relation de confiance avec les gens, à être dans cette démarche-là, le but, c'est toujours apporter de la valeur. Et pour apporter de la valeur, il faut que votre message il soit utile. En fait, il faut apprendre, vous donner quelque chose aux autres. Donc, vous pouvez poser cette question, est-ce que ma info, elle est utile? Est-ce que c'est urgent parce qu'il y a quelque chose à annoncer, un événement, une sortie, quelque chose? Ou alors, est-ce que c'est important? Vous pouvez vous poser cette question, ça vous permet, c'est mon avant-dernier point, mais je fais le parallèle, de rester aussi honnête et de créer justement cette relation durable avec votre audience. Au fur et à mesure du temps, vous allez pouvoir recycler votre contenu. Ça va vous permettre de gagner du temps et de rester dans cette démarche. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des nouvelles personnes qui vont s'abonner à votre compte, ce qui est normal. Et parfois, vous avez posté quelque chose qui était super intéressant il y a 6 mois, mais du coup, qui n'a pas été vu par tout le monde, vous pouvez le réutiliser. À la limite, juste le remettre un petit peu au goût du jour s'il y a des choses qui ont changé, modifier 2-3 trucs ou changer de visuel si vous voulez. Mais n'hésitez pas à recycler votre contenu. Et pareil, si vous postez sur plusieurs réseaux, vous pouvez décliner une idée sur tous les réseaux sociaux et le réutiliser tout le temps. Donc comme ça vous permettra aussi d'avoir du contenu d'avance et de ne pas toujours être en train de rechercher de nouvelles idées. Ça se fait beaucoup, il n'y a aucun problème avec ça. Évitez juste de faire des copier-coller sur tous vos réseaux sociaux tout le temps, parce que ça s'appelle du duplicate content. Et bon, généralement, alors c'est pas que vous n'allez pas vous faire signaler, mais vous allez peut-être perdre malheureusement un petit peu de portée, parce qu'ils n'aiment pas trop ça. Donc vous pouvez changer 2-3 phrases ou raccourcir, voilà. On ne dit pas de refaire un post complètement différent du premier, mais changer quand même 2-3 petites choses, ça évitera de perdre tout simplement de la portée.
Alors, limiter le nombre de vidéos, pourquoi? Je sais que ce n'est pas forcément évident. La vidéo, aujourd'hui, ça reste le contenu qui est le plus lourd et le contenu qui est donc qui a le plus d'impact. Alors, effectivement, les réseaux sociaux aujourd'hui, le but pour eux, c'est de faire de plus en plus de vidéos. Donc, voilà. Est-ce que, justement, la question à se poser, c'est est-ce que la vidéo que je dois faire, est-ce qu'il y a vraiment une utilité? D'essayer de faire la balance entre le message que vous voulez porter, l'intérêt aussi, parce que derrière vous, le but, c'est aussi d'avoir de l'impact par rapport à des actions qui sont fortes. Donc, voilà, bien sûr, on peut toujours en faire, on peut les limiter et sinon les compresser. Donc, pareil, en fonction si vous êtes sur Mac ou sur Windows ou de votre téléphone, il y a des sites où vous tapez un compresseur vidéo Mac, Windows ou votre téléphone et vous allez pouvoir compresser votre vidéo. Le but de la compresser, c'est qu'elle soit moins lourde, tout simplement, qu'elle pèse moins lourd et du coup qu'il y ait un petit peu moins d'impact. Voilà, c'est toujours un petit geste qu'on peut faire en plus et généralement, ça n'impacte pas la qualité. Penser accessibilité, parce qu'aujourd'hui, le but, c'est de penser donc aussi aux personnes qui sont en situation de handicap. Donc, si vous faites des vidéos où il y a de la parole, vous pouvez insérer des sous-titres. Alors, je vous mets dans le chat, mais il y a un logiciel qui s'appelle Capwing, notamment, qui est gratuit, où vous allez pouvoir générer des sous-titres pour vos vidéos. Donc, ça permet aux personnes voilà, qui sont notamment malentendantes d'avoir accès à votre contenu. Le but, c'est aussi, quand on est dans cette démarche-là, c'est que notre contenu soit accessible pour tous, et notamment, du coup, les personnes qui sont en situation de handicap. Donc, les sous-titres. Pour les photos, donc ça soit sur Instagram, sur LinkedIn aussi, vous avez la possibilité d'intégrer une légende. Quand vous postez, souvent, il y a écrit légende à ajouter. Tout simplement, alors cette légende, elle sera pas vue par quelqu'un de lambda. Par contre, elle va être lue par la liseuse d'une personne qui est notamment en situation de cécité ou qui a des difficultés au niveau de la vision. Donc, ils utilisent des liseuses. Donc, la liseuse, elle va lire le texte et quand elle va passer sur l'image, s'il n'y a rien, elle va passer l'image. Si vous avez écrit une petite légende derrière, ça va lui lire la légende. Donc, du coup, la personne va avoir accès à l'intégralité du contenu. Surtout si la photo, le carrousel, peu importe, c'est quelque chose qui en plus est intéressant et qui apporte de la valeur, autant que la personne puisse y avoir accès. Donc, n'hésitez pas à rajouter, ça s'appelle texte alternatif sur Instagram, mais de toute façon, ça vous est proposé quand vous postez, et sur LinkedIn aussi. Sur LinkedIn, ça se génère automatiquement si vous ne le faites pas, mais bon, le problème, c'est que des fois, le générateur automatique, c'est comme... quand on fait du sous-titrage automatique, si on ne vérifie pas derrière, parfois, ce n'est pas forcément hyper bien. Ça peut y avoir des petites erreurs. Donc, à la limite, n'hésitez pas à le faire vous-même. Au moins, vous êtes sûr de ce qu'il y a derrière. Faites une description très, très simple des mots-clés. Ça permet juste comme ça pour que la personne puisse y avoir accès. Donc, ça, c'est vrai que c'est cool si on peut y penser. Comme ça, tout le monde a accès à notre contenu. On n'y pense pas assez souvent, mais il y a quand même un certain pourcentage de personnes qui sont dans cette situation. Et c'est vrai que si notre contenu peut être accessible à tous, c'est quand même plus cool. Inclusion, pareil, là, ça dépend aussi de son avis là-dessus, sur la question. C'est pas que le point médian, l'inclusion aujourd'hui, ça permet, voilà, je vous invite à aller lire des textes aussi. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet parce qu'il y a beaucoup à dire, mais c'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler. Donc, si on veut, on peut l'intégrer. Rester honnête, là, c'est vraiment... J'imagine que vous l'êtes, donc surtout, vous, il n'y a pas de souci, je pense, là-dessus, mais on évite les messages un peu greenwashing, c'est-à-dire que l'idée, c'est de montrer ce qui est positif et ce qu'on fait bien, mais ne pas hésiter aussi à montrer nos axes d'amélioration, parce personne n'est parfait, et personne ne sera jamais, sinon on arrête tout, mais justement de ne pas hésiter aussi à montrer justement qu'il y a des choses encore à faire et à être super transparent là-dessus, à être très très honnête. Ça va aussi contribuer à créer ce lien et à ne pas se mettre la pression, parce que justement, il n'y a pas de pression à se mettre, parce qu'on fait tous des petites actions et c'est tous nos petites actions qu'on va mettre tous ensemble bout à bout qui feront qu'il y aura un effet de boule de neige derrière, quoi. Donc surtout, ne pas hésiter ça pour contrecarrer les personnes malveillantes qui viendraient mettre des commentaires, etc. On en aura toujours. Voilà, donc toujours rester honnête, ça c'est plutôt pas mal parce qu'au niveau des images, quand on commence à partir dans des trucs un peu greenwashing et tout, en général, ça ne pardonne pas derrière, c'est assez négatif. Donc voilà, ça c'était pour les petites bonnes pratiques à adopter qu'on peut faire en plus. Je ne sais pas si Johanna t'en voit d'autres en plus à rajouter.
Je pense que tu as été quand même assez complète. N'hésite pas à passer aux questions vu le Ouais. petit temps qui nous reste. Je pense que… Je vais arrêter de partager mon écran. Tac, voilà. Alors, je vais juste reprendre est-ce qu'on avait une question? Tac, 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 pour le tiers-lieu, faut que je revienne dessus. Après, sinon, tu peux la reposer comme ça, si je la retrouve pas. Même n'hésitez pas à ouvrir vos micros directement pour ceux qui ont des questions. Ouais. Toujours plus sympa. Je crois que c'était Camille, tu avais une question par rapport au tiers-lieu? Ouais, bonjour. Non, je n'avais pas de questions précises par rapport au tiers-lieu. Il me semble qu'il y a quelqu'un d'autre dans le groupe. Ah oui, c'était Marie-France, pardon. Ouais. Je sais pas si Marie-France, vous entendez. Il me semble que la question, alors je fais peut-être erreur, mais comment animer une page Facebook pour débuter un tiers-lieu rural non débuté? Justement, là, par contre, il va falloir peut-être un petit peu plus de précision. Je ne sais pas si Marie-France, vous êtes toujours là. Oui, bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Oui, c'est bon. Super. Super, je ne savais pas si ça fonctionnait. C'était parce que c'est la première fois que je crée, je crois, une page Facebook. Et pour l'instant, j'ai fait juste une phase expérimentation, juste sur des expositions artistiques. Mais la structure n'est pas encore créée, ni l'association ou ni l'entreprise. Et pour l'instant, sur la page Facebook Tiers-lieu rural 63, je partage des publications d'autres sur la thématique qui pourraient être intéressantes, mais je ne sais pas finalement si je fais bien. Est-ce qu'il vaut mieux que je laisse juste les publications qui ont lieu vraiment à l'activité du futur lieu, sachant qu'il n'est pas créé, ou c'est bien que je partage en fait d'autres publications? Vous pouvez déjà parler de la future activité en soi, hein, même en ayant des photos que vous faites ou que vous prenez ailleurs, vous pouvez expliquer le projet. Ça peut être aussi l'occasion je ne sais pas où vous en êtes après dans votre projet, mais de montrer toutes les étapes, les étapes d'avant projet, les étapes de réflexion. Je ne sais pas si vous prévoyez des travaux après ou ce que vous allez faire exactement dans le tiers-lieu, mais ça peut être intéressant aussi de documenter tout l'avant du projet. Comme ça, les gens, ça les embarque aussi dans votre histoire et jusqu'au jour où ça ouvrira. Je ne sais pas après à quelle étape vous en êtes, mais ça peut être aussi intéressant de le faire comme ça. Merci beaucoup. Et après, vous pouvez aussi partager d'autres choses que vous voyez à côté, mais vous pouvez faire un mix des deux, ça se fait plutôt bien. Et en fait, pour l'instant, j'ai juste mis, par exemple, j'ai fait organiser 2 expositions en partenariat avec un bistrot événementiel. Et donc, j'ai mis, le vernissage de l'exposition, le montage, le démontage au départ. Au début, je pensais mettre que des choses liées au futur tiers-lieu rural. Comme là, c'était une action hors les murs et en partenariat. Et je pensais en rester là. Sauf qu'en fait, je suis sur mon compte personnel abonné à plein de groupes et j'ai des infos intéressantes qui passent. Donc, je les partage aussi. Voilà, pour rendre vivante la page. Sauf que je n'ai pas encore, et c'est peut-être là l'erreur, vous allez pouvoir m'aider, je n'ai pas fait une description précise du projet du futur tiers-lieu. Je ne sais pas à quel endroit il faudrait que je le fasse. Vous pouvez le faire sur la description de la page directement. Ou alors, déjà ça, et comme ça, quand les gens arrivent dessus, ils comprennent ce que vous allez faire. Et vous pouvez éventuellement aussi rédiger un petit post, un article avec une photo pour expliquer ce que ça va être, tout simplement pour présenter le projet. Vous pouvez faire les deux. Ok, merci. Description de la page, c'est quelque chose qu'on trouve facilement? Oui, quand vous êtes dessus, dans vos paramètres, il y aura écrit description de la page et là, vous avez juste à la compléter. Et est-ce qu'on peut épingler, comme sur le compte Facebook, une publication qu'on met en tête? Oui. Super, merci. Vous pouvez le faire. Faire les deux, quoi. Ok. Ouais. Merci beaucoup. De rien. J'avais une question pour le nom. Est-ce qu'on peut voir le nom d'une page personnelle à laquelle la page Facebook est liée? Généralement, quand vous allez poster, souvent, il y a écrit le nom de la personne. Mais sinon, non, après, en soi, si vous êtes normalement, il n'y a pas de problème. Si c'est votre page à vous, ça ne va pas être spécialement lié. Si vous êtes administrateur de la page, là, par contre, on va voir votre nom.
Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ouais, il y a Woody qui lève la main, il me semble. Ah, Oui, vous m'entendez? oui, c'est bon. Oui, merci. En fait, j'ai déjà un compte LinkedIn avec mon nom et prénom, enfin, euh, personnel. Est-ce que je peux utiliser ce compte-là pour commencer à diffuser du contenu, enfin, sur le service que je vais proposer, ou bien je dois en créer un autre? Non, LinkedIn, c'est mieux d'être en page personnelle, comme la vôtre, justement. En fait, le LinkedIn, enfin, c'est bien d'avoir une page entreprise pour la vitrine, mais malheureusement, il valorise les comptes personnels plus que les pages entreprises. C'est plus intéressant de parler en votre nom propre qu'au nom de votre entreprise. Après, vous écrivez dans votre description que vous travaillez avec le nom de votre entreprise, etc. Ça, c'est pas le problème. Mais c'est vrai que c'est plus intéressant de partager via votre nom. D'accord, C'est un peu particulier, LinkedIn, par rapport aux autres réseaux pour le coup, mais ça marche mieux en nom propre. d'accord. Donc pour ce réseau-là et pour Facebook, ça pareil? Non, Facebook, vaut mieux créer la page directement au nom de votre entreprise, pour le coup. D'accord, parce que là, pour l'instant, là, j'ai pas encore, enfin, il n'y a pas de nom. Je réfléchis à la créer même à mon nom propre. Euh, je sais pas encore. Mais c'est surtout sensibiliser sur, comme en fait, moi, je veux accompagner des particuliers à faire des travaux d'isolation thermique écologique en utilisant le liège. Et en fait, je voudrais informer les gens sur le liège. Donc, le mettre en valeur ce produit. Et en fait, utiliser les réseaux pour ça, justement. Là, vous pouvez aller, après, avec votre nom propre sur Facebook, vous pouvez aller intégrer des groupes, par exemple, qui sont sur des thématiques environnementales, le Liège, après avoir ce qui existe. Et puis, vous pouvez poster sur des groupes, échanger, commenter d'autres publications sur ces thématiques-là directement sur les groupes Facebook. Parce que justement, c'est ça, j'ai cherché le liège. Il y a très, très, très peu de choses. En fait, Ah oui, ça, après, c'est sur l'isolation thermique classique, hein, même pas écologique. Et il y a, ouais, enfin, il y avait une entreprise qui en fait un peu, mais qui ne fait pas que ça. Et en fait, surtout qui ne met pas vraiment en valeur. Et en fait, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a même sur les fabricants eux-mêmes ne le mettent pas forcément en valeur non plus. Leur page LinkedIn, c'est pas mis à jour. Enfin, il y a très peu de choses. Il y a vraiment très peu. Euh, Comment dire, comme vous avez dit, pour eux, ça prend du temps et ils ne trouvent pas pertinent enfin, de prendre du temps là-dessus. Et moi, aujourd'hui, je suis disponible, eh ben, justement, je pourrais peut-être utiliser ce temps-là pour faire ce travail-là. Mais le problème, c'est que comme je veux aussi faire de la pub, enfin, je ne sais pas trop comment faire. Parce qu'en fait, comment dire? Parce que le problème, c'est quand on met en avant un produit, on en fait forcément de la publicité, mais je voudrais en profiter pour faire de la pub payante, c'est-à-dire être rémunéré sur ça. Ah ouais, alors ça, par contre, la pub payante, c'est encore autre chose parce que là, pour le coup, il faut déjà avoir l'entreprise qui existe. C'est pas là tout de suite comme ça, il y aura pas. Il faut déjà avoir du contenu, avoir un minimum de choses, quoi. Parce qu'en fait, la publicité payante, c'est plus pour que vous allez payer pour que les gens cliquent, enfin, vous découvrent en fait, et puis après, fassent appel à vos services. Ah bon, je pensais que c'était, enfin, comment dire, mettre en avant un fabricant et avoir un pourcentage au clic. Ah, ouais, alors ça, c'est encore différent. Là, pour le coup, ça va être au niveau du modèle économique, parce que ça va passer par, si vous êtes une plateforme ou quoi. Là, pour le coup, je pense que ce sera plus le sprint prototypage qui va y parler, parce que là, c'est carrément un modèle économique différent. Là, pour le coup, là, ça n'a rien à voir avec vraiment les réseaux sociaux. Quand on est rémunéré au clic, c'est pas un modèle classique, en fait, d'entreprise ou de service, quoi. Ça, c'est un peu différent. Parce que je vais juste l'utiliser comme un revenu complémentaire, hein. Parce qu'en fait, quand on démarre, forcément,
l'argent ne rentre pas tout le temps. Donc, en fait, c'est justement pour avoir un complément de revenus, quoi. C'est tout pour l'instant. C'est juste pour Ouais, ça. ouais, mais là, je pense que là, pour le coup, ça va pas. Là, c'est pas. Là, je pense que c'est pas le bon. Enfin, ce sera peut-être à voir avec d'autres choses. Je pense chez Make Sense pour le modèle économique, mais là, Mhm. pour le coup, ça va pas être le sujet. Ça va pas être grâce à cet atelier qu'on va pouvoir explorer justement la rémunération au clic ou le complément de revenu de cette manière-là, quoi. D'accord. Ok. Mais après, il y a d'autres choses, hein. Je sais qu'après, voilà, au niveau de fermentation, enfin, après, à voir, pourrais voir après avec Johanna, mais je sais qu'il y a d'autres. Mhm. Pour voir. Alors, je vais quand même essayer d'avancer un petit peu pour que tout le monde puisse passer. Mais Mathilde, j'ai vu lever la main. Je sais pas si tu nous entends. Oui, oui, oui. C'est bon. Moi, merci. J'ai une question peut-être un peu vaste, mais en gros, moi, j'ai déjà fait des tests un peu sur Facebook. Bon, ça n'a pas été forcément très concluant. Et là, je me suis dit, allez, parce que je les ai un peu laissé les réseaux sociaux mourir, un peu comme tu l'avais dit. C'est c'est le risque, c'est à un moment donné de se décourager, d'arrêter. Donc, hop, bonne résolution. Je me dis, allez, ça serait peut-être plus pertinent d'aller sur Insta. Mais ce que j'avais remarqué, c'est que j'avais l'impression que ça fonctionnait quand même assez différemment que Facebook. Il y a une logique que je n'ai pas forcément parce que je ne l'utilise pas moi en tant que perso. Et notamment, par exemple, sur Facebook, il y a beaucoup la notion de groupe, comme tu l'as dit tout à l'heure. Sur Insta, quelles seraient un peu, selon toi, les pistes à explorer pour passer de je crée la page, je l'anime, etc., à elle peut commencer à être un peu connue dans d'autres sphères que juste, en gros, mes copains, mes copines qui vont la liker, quoi. Tu proposes quoi, des recettes aussi? Ben, en fait, là, j'ai noté un peu toutes les idées, les grandes catégories, là, les produits-services, les backstage, etc. Donc, il y a potentiellement plein d'histoires que je peux raconter. Les ateliers cuisine, c'est le cœur de notre activité, mais je pense que je peux raconter plein de choses, en fait, autour de ça. Tu peux mixer avec. Alors, ce qu'il faut pour bien, en général, pour commencer à réactiver un peu l'Insta, d'essayer de faire quelques vidéos en reel. En plus, c'est facile avec les recettes. Normalement, ça ne devrait pas être trop compliqué à trouver les idées. En short, hein, très très court, de 30-60 secondes. Et faire beaucoup de stories. Hein, les stories, ça marche bien. C'est ce qui fonctionne le plus au niveau de découvrabilité. Et après, alors, au niveau, essaie de regarder les hashtags que tu peux trouver sur Instagram par rapport à ton secteur, donc recettes de cuisine ou après, voilà, si tu as des spécialités, regarde les concurrents, ajoute-les et surtout, suis-les, toi, abonne-toi à ces hashtags-là, tu t'abonnes, cuisine, nana, et tu regardes tous les contenus qui tombent sur ces hashtags-là, tu vas tomber sur plein de comptes, tu peux liker, commenter, aller trouver, chercher, rentrer en contact avec des messages privés. Et petit à petit, ça va faire grossir la sphère comme ça, comme ça. Au début, c'est un peu laborieux, hein, ça prend, faut un peu réactiver le truc, mais après, une fois que tu rentres dans l'engrenage, ça va un peu plus. Instagram est un peu plus particulier parce que ça devient un peu plus technique aujourd'hui quand même. C'est de plus en plus difficile. Et en plus, maintenant, tu peux aussi inviter les gens à te mettre en favori. Ça, c'est nouveau. Ça fait depuis la semaine dernière. Donc, on peut en profiter. Mais ça permet d'être encore plus communautaire, justement, qu'avant. Je voyais Marie-France qui posait la question, qu'est-ce que ça veut dire créer une communauté? C'est d'avoir des gens qui te suivent et qui sont fidèles, quoi, et qui échangent entre eux, donc qui sont tout autour de ton domaine d'activité. Donc, ils le poussent de plus en plus. Donc, en plus, les vidéos recettes de cuisine, ça marche plutôt pas mal. Donc, tu peux y aller. C'est assez valorisé. Beaucoup. Ça, c'est comme les chats, les animaux, tout ça, la food, ça marche bien. Donc, c'est assez pratique. Super. En fait, en gros, là, surtout le point que je vais retenir beaucoup, c'est cette histoire de hashtag, en fait. Ouais, regarde, commence à défraîchir, à chercher. Tu vas en trouver pas mal. Donc, ça peut être pas mal à regarder pour trouver un petit peu de ressources, quoi. Merci beaucoup. Alors, je vais faire dans l'ordre rapidement. J'ai Roger, pardon, excuse-moi. T'as pas le micro. J'ai le bon son, ça. Ouais, c'est bon. Donc là, j'entends plutôt des conseils qui, à mon sens, se rapprochent du B2C pour des clients, typiquement dans la restauration par exemple. Moi, j'avais plutôt un business B2B, donc avec des clients, des entreprises. Du coup, est-ce que les mêmes conseils s'appliquent sur Instagram et sur Twitter, pas sur Twitter, sur Facebook?
Est-ce que c'est pas plus LinkedIn qui va être favorisé pour toucher de nouveaux clients? Qui sont tes clients? C'est des entreprises, des notaires, des comptables, des entreprises comme Picard ou quoi. C'est des entreprises de tous les jours qui produisent des déchets. Donc moi, je vais les récolter. L'idée, c'est d'animer un petit peu ce que, pour les clients qui sont abonnés, ou en tout cas qui me suivent, même si je ne fais pas partie de leur clientèle, c'est d'arriver à en trouver de nouveaux, les convaincre de venir signer chez moi parce que je vends un service, et ensuite d'animer la communauté avec les animations que je peux leur proposer. Donc, Ouais, là, tu peux aller sur LinkedIn déjà, ouais, en nom propre. Enfin, je sais pas si tu dois y être déjà peut-être, mais sinon, avec ton nom propre, c'est vrai que tu peux commencer à poster à ce sujet-là, ça peut être intéressant. ouais. Au niveau, toi, du service, recyclage, enfin, après, il y a plein de choses en idée, mais déjà commencer à créer cette Ouais. communauté-là par rapport à ça. Mm. Comme ça va. En plus, je connectera, mais je pourrais peut-être te mettre en contact avec d'autres personnes. Alors, ils font pas exactement la même chose que toi, je pense, mais qui sont aussi dans le tri, qui ont Trili ou je sais plus comment ils s'appellent, mais qui sont assez actifs sur. Tu les connais peut-être? Non. Qui sont déjà assez actifs sur LinkedIn sur ces sujets-là. Et je sais que c'est des personnes qui postent aussi pas mal et ils ont déjà créé leur petite communauté comme ça, quoi. Donc, ça peut être intéressant de se remettre sur LinkedIn. Et après, pourquoi pas aussi, si tu as envie, après, si tu as le temps à côté, peut-être, tu regardes sur Instagram pour aussi faire peut-être un peu plus, du coup, on va dire de la sensibilisation, mettons, par rapport à tout ce qui Il est y a peut-être aussi une possibilité de convaincre des particuliers d'aller voir leur responsable RSE dans l'entreprise pour passer chez moi. Oui, voilà, il y a les deux. Si tu as le double, tu peux faire les deux. Après, c'est vrai que LinkedIn, ça restera toujours plus. Parce que tu peux toucher les salariés aussi sur LinkedIn, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui sont quand même présents aujourd'hui sur LinkedIn. Après, c'est vrai que quitte à tout miser au niveau du temps, peut-être que LinkedIn, tu auras plus de développement qu'ailleurs au début, quoi. Après, avoir aussi peut-être avec Facebook, effectivement, les groupes Facebook, pourquoi pas, ça peut être peut-être plus intéressant qu'Instagram. Là, je connais pas trop, mais là, comme ça, avec ce que tu me dis, peut-être que à voir s'il y a des groupes Facebook qui existent pour s'intégrer dedans, ça peut être aussi intéressant. D'accord. Ok. Merci. Alors, j'ai Cécile aussi, je vois que tu lèves la main. Oui. Tu disais que les stories fonctionnent hyper bien pour l'aspect communautaire, etc. Mais qu'est-ce qui fonctionne pour créer la communauté? Parce que moi, j'ai quelques personnes, mais c'est principalement des proches que j'ai ramenés en transférant sur mon compte perso et tout. Et j'ai des gens qui likent mon contenu grâce au hashtag, des gens que je ne connais pas. Mais ça ne s'abonne pas de ouf, quoi. Après, alors, de toute façon, tu dis Instagram, il ne faut pas s'attendre à avoir 15 000 abonnés par semaine. Mais non, ce que tu peux aller interagir avec d'autres. En fait, il y a souvent une différence entre l'audience et les clients. Surtout sur, enfin, pas que, mais avec Insta. C'est que des fois, ton audience. Alors, rappelle-moi ce que tu fais. Moi, c'est dans le domaine du sport. Je vais inciter les gens à bouger un peu plus au quotidien. Donc là, pour le moment, je fais un peu présentation de la marque, du produit, et je vais aller vers des propositions de mouvements et autres du quotidien. Souvent, tu vas avoir des concurrents qui vont s'abonner, c'est normal. C'est complètement logique parce que justement, tout le monde est dessus, mais c'est pas grave parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Enfin, souvent, les concurrents, il faut plus les voir comme des partenaires que comme des concurrents. Généralement, on a plus de choses à s'apporter entre nous que de se faire la guéguerre, ça sert à rien. Parce que ces concurrents-là, ils vont peut-être te ramener d'autres connaissances, qui vont connaître d'autres. Enfin, l'idée, c'est tu peux aller commenter, aller commencer à chercher. Tu vois, tu peux commenter ce que tu vois par rapport au sport. Tu peux essayer de créer de l'interaction comme ça. Puis après, dans les stories, pareil, avec les stickers, les sondages, vous préférez ça ou ça, vous connaissez ce mouvement, posez-moi des questions. Enfin, d'essayer d'inviter les gens à répondre dans tes stories pour générer un petit peu d'attractivité. Et surtout d'essayer d'aller liker, commenter chez les autres aussi, ça reste le truc qui fonctionne le mieux. Pour justement attirer ces personnes-là sur ton compte et pas hésiter à aller rentrer en contact en message privé aussi avec les gens. Parce qu'après, au fur et à mesure, tu vas connaître quelqu'un qui va dire qu'il connaît un tel, qui pourrait être intéressé peut-être pour un tel. Et en fait, petit à petit, on dit toujours on plante des petites graines, mais ça marche en vrai. Ça peut prendre un peu de temps, mais au fur et à mesure, tu vois, les gens commencent à te connaître, ça fait un peu un effet boule de neige et après, ça se développe comme ça, quoi. C'est le même principe que quand on essaie de faire... on fait grandir son réseau, en fait.
tout simplement. C'est que par des biais des rencontres, généralement. Donc, c'est vrai que ça peut être pas mal de petit à petit. Puis, je sais pas, peut-être avec Make Sense aussi, tous les spotos qu'on a, ça peut, si tu rencontres aussi du monde, justement, que les gens puissent aller aussi sur ton compte, ça peut les intéresser aussi, parce qu'il y a quand même pas mal de monde dans l'annuaire. Pourquoi pas, justement, ça se trouve, tu vas avoir peut-être des potentiels clients aussi. On ne sait pas. Enfin, je sais pas, Johanna, je me trompe pas pour pas dire de bêtises, mais non, je pense que aussi le but, c'est ça. Et vu le nombre de personnes, ça peut être aussi des gens qui peuvent atterrir sur ton compte et te soutenir aussi, quoi.